Bien. We'll go back. Donc là, on est toujours encore dans les temps anciens. Et il y avait un problème. Donc, le syndrome d'Angelman, les gens avaient trouvé qu'il y avait des petites délétions de cette région qui, quand elles étaient héritées sur le chromosome maternel, pouvaient entraîner le syndrome d'Angelman. Et cette région, il y avait juste 2-3 gènes, etc. Donc il se dit, il doit y avoir un gène d'Angelman là-dedans, parce qu'une délétion plus petite peut... Mais le problème, c'est que les gènes là-dedans avaient l'air d'être exprimés sur le chromosome paternel et maternel. Donc ça ne collait pas. Et ces deux papiers qui sont parus dans le même numéro de Nature Genetics en 1997 sont partis de nouveau de ces patients exceptionnels qui n'ont ni délétion détectable, ni disomie uniparentale. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont quand même la maladie, le syndrome d'Angelman dans ce cas-là? Donc, ils se sont dit, bon, ben, il y a 2 ou 3 gènes dans cette région qui semblent clés pour le syndrome d'Angelman. On va séquencer ces patients pour voir si par hasard il y en a qui ont des mutations. Et au miracle, on trouve effectivement dans un gène qui code pour ce qu'on appelle une ubiquitine protéine ligase, c'est-à-dire un enzyme qui est impliqué dans le catabolisme spécifique de certaines protéines par le protéasome et lié au phénomène de modification protéique de l'ubiquitination. Eh bien, on a des mutations qui, clairement, sont des mutations inactivatrices de ce gène UBE3A. Bon, ben, c'était bien, sauf que comment se faisait-il qu'il y avait quand même apparemment ce phénomène d'empreinte et d'hérédité de copie mutée sur le chromosome maternel, alors que ça semblait être un gène qui était exprimé de manière biallélique, c'est-à-dire à la fois par le génome paternel et par le génome maternel. Ça ne collait pas. Et c'est allé assez vite, puisque en 1997, 2 papiers, de nouveau dans le même numéro de Nature Genetics, c'est ce qu'on appelle les collaborations, compétitions, qui montrent que, en fait, effectivement, si on regarde dans les leucocytes ce gène UBE3A est exprimé à partir des chromosomes paternels et maternels, mais par contre, vous voyez, par exemple, chez la souris, l'expression spécifiquement maternelle, en fait, se trouve dans les neurones. Ici, hippocampe, Purkinje, le même article de Claire Rougeol qui est maintenant revenu en France et qui travaille sur l'inactivation du chromosome X. Donc, qu'effectivement, finalement, ce gène candidat, comme ils disent, pour le syndrome d'Angelman, est bien soumis à l'empreinte, mais pas dans toutes les cellules de l'organisme, c'est dans le cerveau. Alors, par quel mécanisme? Eh bien là, de nouveau, c'est Claire Rougeol avec Marc Lalande, donc je pense qu'elle était postdoc dans le labo de Marc Lalande, qui montre qu'en fait, il y a un ARN antisens qui est, lui, exprimé à partir du chromosome paternel, et on va voir qu'en fait, c'est ce qui explique aussi cet aspect d'inactivation maternelle. Alors, plutôt cet aspect où il faut la copie maternelle. Excusez-moi, on finit par se perdre. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toutes les analyses qui ont pu être faites?
vous avez une figure un peu simplifiée de cette région. Et comme je vous avais dit, on avait reconnu qu'il devait y avoir un centre de l'empreinte. Ce centre de l'empreinte est situé tout à fait au début de ce gène SNRPN. Et ce centre de l'empreinte a pour effet de contrôler l'expression non seulement du gène SNRPN, mais des gènes soumis à l'empreinte qui sont en amont. Mais aussi, il contrôle l'expression ici d'un grand transcrit qui contient ou qui va servir de précurseur pour ces petits RNA SNORNA, mais aussi d'un ARN antisens qui s'allonge par là et donc qui est complémentaire à l'ARN UBE3A. Donc, sur le chromosome paternel, on va exprimer ce gène MAGE, ce gène NECDIN, le gène SNPRN, on va exprimer les SNORNA, on va exprimer également l'antisens. Qu'est-ce qui se passe sur le chromosome maternel? Sur le chromosome maternel, il y a une région qui est juste en amont de l'ICR et qui va être aussi impliquée dans le fait qu'on va avoir une méthylation spécifique de cet ICR et des promoteurs qui sont ici. Et cette méthylation va empêcher l'expression du gène SNRPN et de ces SNORNA et de cet antisens. Va aussi agir sur la méthylation des promoteurs de ces deux autres gènes. Donc, sur le chromosome maternel, la méthylation ici bloque l'expression de ces gènes. Par contre, elle ne bloque pas l'expression de UBE3A. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, par rapport à UBE3A, c'est que sur la copie paternelle, si vous n'avez qu'une copie paternelle, l'antisens va entraîner la formation, si on a une expression du gène UBE3A, la formation d'un ARN double brin qui va être détruit, et donc cet antisens va empêcher l'expression paternelle du gène UBE3A. Donc le gène UBE3A peut s'exprimer d'une part parce qu'il n'est pas méthylé à partir du chromosome maternel, mais il ne s'exprime pas sur le chromosome paternel à cause de l'interférence avec un ARN antisens qui n'est pas produit sur le chromosome maternel. Donc, si vous voulez, on a cette interaction complexe effectivement de la méthylation et d'effets d'ARN antisens qui vont empêcher l'expression d'ARN sens. Alors maintenant, Angelman, je vous avais dit quand même, c'est très clair parce qu'il y a des mutations d'un seul gène, le gène UBE3A, qui vont pouvoir être responsables du syndrome d'Angelman. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce que ces mutations peuvent être transmises familialement. Quand la mutation est portée par le père, les enfants du père seront normaux. Parce que, même s'il passe la mutation à ses enfants, il la passe sur le chromosome paternel, et comme ce gène ne s'exprime pas sur le paternel, mais que le maternel, donc un père qui a, soit par néomutation, soit parce que lui-même a reçu la mutation de son père, qui a une mutation dans le gène UBE3A, aura des enfants normaux.
mais s'il passe cette mutation à sa fille, et que sa fille le transmet à la fille, elle est encore normale, elle transmet la mutation à ses enfants, et ses enfants auront le syndrome d'Angelman s'ils ont reçu la mutation. Parce qu'effectivement, le gène n'étant actif que sur le chromosome maternel, s'il y a une mutation sur le chromosome paternel qui est inactif, ça n'a pas d'importance. Ce n'est que s'il y a la mutation sur le chromosome maternel que ça va entraîner le syndrome d'Angelman. Donc là, on a un gène pour le syndrome d'Angelman. Donc la question, est-ce qu'on a un gène pour le syndrome de Prader-Willi? Eh bien, on est presque 15 ans après, et c'est toujours quelque chose qui n'est pas vraiment résolu. Et ceci suggère... Enfin, il y a deux explications possibles, mais on y reviendra. Soit qu'en fait, il y a plusieurs gènes. Ça, c'est une grande possibilité. L'autre possibilité, on va voir, c'est qu'un gène qui semble jouer un rôle majeur, c'est justement ce gène de SNO-RNA qui est répété, je crois, 40 fois. Ça veut dire que s'il est répété 40 fois, les seules mutations qu'on peut voir, c'est une délétion complète de la région, parce qu'une mutation d'un seul des 40 copies ne va rien donner. Donc il manque un peu le... Voilà. Alors, simplement, de nouveau, c'est la même stratégie. On va regarder les cas exceptionnels, parce que maintenant, on a nos règles, Prader-Willi, délétion ou disomie uniparentale, ou éventuellement des anomalies du centre d'empreinte, mais dont on sait qu'elles vont affecter tous les gènes. Donc maintenant, on cherche des patients qui ont autre chose, et notamment qui ont des délétions plus petites. Par exemple, s'il y a des gènes qui étaient impliqués dans le phénotype, on va se dire que si ces gènes étaient délétés, on pourrait avoir le phénotype. Et donc, là, il a été trouvé donc, 2 patients qui avaient des délétions qui couvraient ces 3 gènes, alors que le centre d'empreinte n'était pas touché. Et notamment, il y a un des patients, ils disent, qui un pattern de méthylation normale et qui pourtant n'ont pas le syndrome de Prader-Willi. Et donc, si vous voulez, il conclut de ces 2 patients que ces 3 gènes ne sont pas, alors c'est important, suffisants pour un syndrome de Prader-Willi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne contribuent pas à certains des aspects phénotypiques. Je m'explique. Même si on a une définition clinique du syndrome de Prader-Willi, comme pour toute maladie humaine, il y a des variabilités, des patients qui sont plus sévèrement atteints, certains qui vont avoir, par exemple, il y a des troubles respiratoires, plus marqués, moins marqués, etc. Donc, quand vous avez 50 patients, vous pouvez commencer à faire une statistique, mais quand vous avez un patient, vous pouvez dire, voilà, il n'a pas ça, mais est-ce que ça fait partie de la variabilité phénotypique d'expression, ou est-ce que c'est parce que moléculairement, il n'est pas comme les autres? Donc, ce que ça me permettait de dire, ce n'est pas les gènes majeurs du syndrome de Prader-Willi. Parce que si c'était les gènes majeurs du Prader-Willi, mais est-ce qu'ils peuvent contribuer au phénotype? Et notamment, il y a une équipe française à Marseille, celle de Françoise Muscatelli, qui a fait des très jolis travaux sur la souris, qui montrent qu'une souris qui est déficiente dans la copie paternelle du gène NDN, puisqu'il est aussi soumis à empreinte chez la souris, a des anomalies respiratoires d'origine centrale, donc dans le contrôle nerveux du rythme respiratoire, qui ressemblent quand même beaucoup à des choses qu'on observe à une partie du phénotype. Les troubles respiratoires font partie du phénotype de Prader-Willi, mais ce n'est pas le seul phénotype. Donc, si vous voulez,
on se retrouve, disons, d'un côté, juste une étude sur 2 patients, d'autre part, des études, on est chez la souris, donc, mais qui suggèrent, par exemple, que effectivement, ce gène Necdin pourrait être impliqué dans les anomalies respiratoires que l'on observe chez les patients et qui sont importantes parce que quelquefois, c'est celles qui peuvent être responsables du décès de ces patients à l'âge adulte pour des anomalies respiratoires. Alors là, il y a eu des papiers très, très intéressants et c'est là qu'on voit que quelquefois, donc un papier très cité dans Science, où les gens commençaient à s'intéresser à ces small nuclear RNA. Et donc, je vous ai dit, il y en a 6 différents, mais 4 qui sont représentés par des copies uniques. Et puis, vous avez les SNORD 116, il y a 29 copies, et les SNORD 115, il y a 42 copies, les unes à partir des autres. Et dans ce papier de Science, quand il était sorti, moi j'avais été très, très impressionné, parce que c'est un joli papier. Alors, on ne sait pas trop quelle est la fonction de ces small nuclear RNA, mais on suppose qu'ils sont impliqués dans les régulations d'épissage. Et donc, ces chercheurs remarquent qu'il y a une homologie de séquence ou de complémentarité de séquence entre un de ces SNO-RNA, celui qui est présent, c'est le HB52, c'est celui qui doit être présent dans 42 copies, enfin, mais qui a une complémentarité de séquence entre cet RNA et un exon qui est soumis à épissage alternatif d'un gène très important, du point de vue fonctionnel, qui est le gène du récepteur sérotonine 5-HT2C. Alors ça, c'est intéressant, la sérotonine, parce qu'on sait que la sérotonine joue un rôle dans le contrôle du rythme respiratoire. La sérotonine joue un rôle aussi dans le contrôle de la satiété, par exemple. Elle joue ainsi un rôle dans des aspects de maladies type psychotique. Donc, on pourrait se dire, tiens, la sérotonine, c'est un lien avec Prader-Willi qui pourrait être intéressant. Et donc, ce qui montre effectivement, c'est que chez les patients, donc il y a des études à la fois in vitro pour montrer qu'effectivement, dans ces études in vitro, ce SNO-RNA peut réguler l'épissage alternatif de ce récepteur, de ce gène codant pour le récepteur à la sérotonine, et d'autre part, qu'il trouve effectivement que chez les patients avec Willy Prader, il n'y a pas la même répartition des isoformes de ce récepteur. Et donc, ils concluent leur papier que ce qu'on a vu pourrait expliquer pourquoi les patients avec Prader-Willi pourraient avoir des déficits dans le système sérotoninergique et qui pourraient au moins contribuer à des aspects du phénotype, et effectivement, notamment les aspects satiété, etc. Et ça avait l'air d'être confirmé, parce que, évidemment, comme je l'ai dit, dans la souris, on retrouve la même organisation génétique. Donc, des gens ont fait des knockouts dans la souris de ces SNO-RNA,
Il trouve effectivement des anomalies du comportement et du comportement notamment alimentaire chez ces souris. Donc voilà, ça pourrait effectivement aller avec un rôle de ces SNO-RNA 52. Mais là de nouveau, l'étude de patients semble ne pas aller avec ça, puisque on trouve, je crois, un tout petit nombre. Voilà. Voilà, c'est une famille avec d'Angelman, avec une délétion qui emmène à la fois le gène UBE3A, donc ça explique Angelman, mais le gène SNORD, ou le cluster de gènes SNORD 115. Et en fait, quand cette délétion est passée par la mère, ça entraîne un syndrome d'Angelman, mais quand c'est passé par le père, ça n'entraîne pas de syndrome de Prader-Willi. Donc, si vous voulez, cette observation semble exclure que ce cluster de gènes soit vraiment un major player de Prader-Willi. Et on retrouve de nouveaux patients rares que finalement, en cherchant évidemment maintenant par les techniques qu'on appelle de CGH array qui permettent de chercher des microdélétions, eh bien, 3 équipes montrent de très rares patients qui ont une délétion, mais extrêmement rare, c'est je crois à chaque fois 1 ou 2 patients, dans l'autre cluster de gènes SNORD, les SNORD 116, et ils disent que des patients qui n'ont que juste une délétion de SNORD 116 ont un syndrome de Prader-Willi. Alors, est-ce qu'il est complet? C'est toujours difficile sur un patient de savoir est-ce que c'est le syndrome complet ou pas, mais donnant un rôle majeur à ce cluster de 30 gènes identiques SNORD 116. Et là, de nouveau, chez la souris, ça a l'air effectivement de confirmer, puisque en 2008, une équipe avait publié qu'une délétion de SNORD 116 de souris entraîne une déficience de croissance qui est un des signes de Prader-Willi et une hyperphagie chez la souris. Donc je dirais que celui qui tient la corde à l'heure actuelle, c'est ce complexe SNORD 116, mais sans qu'on puisse tout à fait, comme c'est quand même des patients tout à fait exceptionnels, donc on ne peut pas faire vraiment de statistiques sur le phénotype, sans qu'on puisse dire est-ce qu'il n'y a pas quand même des parties du phénotype qui pourraient être liées à d'autres gènes. Voilà, je crois que je vais terminer peut-être, vous me pardonnerez si je fais un peu plus court, mais je crois que j'ai dû vous épuiser, et en tout cas moi aussi un peu. Sur un papier que j'ai trouvé intéressant, toujours de Marc Lalande. Vous voyez que dans ces domaines-là, on retrouve des noms, Art Baudet, Marc Lalande, qui se retrouvent régulièrement. Alors, vous savez sans doute, j'allais dire presque tous, qu'il y a une révolution en biologie des cellules souches qui est due à un spécialiste des cellules souches qui s'appelle M. Yamanaka et qui a trouvé le moyen, ça doit faire maintenant 7-8 ans, d'arriver à reprogrammer des cellules adultes, par exemple fibroblastes, par un cocktail
de gènes, de facteurs de transcription, de 3 ou 4 gènes de facteurs de transcription, de reprogrammer ces cellules pour leur faire reprendre leur état de cellules souches, ou en tout cas de cellules pluripotentes, c'est-à-dire qui peuvent se différencier en tas de types cellulaires différents, peut-être tous. Et donc, c'est ce qu'on appelle les cellules IPS, donc des cellules reprogrammées. Et c'était une telle révolution à la fois dans ce qu'on pensait sur la biologie des cellules souches, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur, une fois qu'une cellule est différenciée, lui faire revenir à l'état, je dirais, initial de cellules totipotentes, ou en tout cas multipotentes, pouvant se différencier dans toute une série d'autres types cellulaires, et avec aussi un intérêt, en tout cas, pour faire des modèles cellulaires de toutes sortes de pathologies, puisqu'il suffit de prendre des cellules de patients, de les reprogrammer et de pouvoir donc éventuellement obtenir des neurones, des cardiomyocytes porteurs de mutations, et avec un espoir dont il faudra voir s'il peut être validé ou pas, d'utilisation en termes de thérapie cellulaire. Ça reste encore quand même à démontrer. Donc M. Yamanaka a quand même eu le prix Nobel de médecine il y a 2 ans, je crois, c'est ça. Et donc, cette technique de reprogrammation, ce qu'on appelle les induced pluripotent stem cells, c'est-à-dire les cellules pluripotentes souches induites par ce traitement avec ces 3 ou 4 gènes pour les reprogrammer, c'est utilisé pour créer des modèles cellulaires de maladies génétiques liées à des mutations dans tel ou tel gène. Mais la question qui pouvait se poser, est-ce qu'on pouvait appliquer ça à Prader-Willi et Angelman? Parce que là, il y a un problème d'empreinte, donc un problème épigénétique. Or, la reprogrammation, c'est justement altérer l'état épigénétique d'une cellule pour la faire retrouver l'état initial. Donc, il se posait la question, la reprogrammation nucléaire pourrait limiter l'intérêt des cellules IPS de patients qui ont soit le syndrome d'Angelman et le syndrome de Prader-Willi, si l'empreinte, les marques d'empreinte génomique étaient perturbées par justement cette reprogrammation. Donc, il a fait la manip. Donc, ils ont créé des cellules IPS dérivées de patients, donc de fibroblastes, de peau de patients avec le syndrome d'Angelman et le syndrome de Prader-Willi. Et leur conclusion, c'est le résumé, c'est que d'abord, ils n'ont pas vu de modification de l'empreinte, donc l'empreinte spécifique au centre d'empreinte Prader-Willi n'a pas été effacée. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est ce qu'on voit ici. Ils analysent par ce qu'on appelle une PCR méthylation spécifique l'état de méthylation au niveau de cette région. Et il va s'apercevoir effectivement que ce qu'on observe chez des cellules dérivées d'un patient normal, d'une personne normale, on a 2 bandes qui correspondent à une bande méthylée et une bande non méthylée. Dans les cellules IPS provenant de
de patients AS, on ne trouve que la bande du bas. Chez les cellules UPS qui proviennent de Prader-Willi, on ne trouve que la bande du haut, et qui est ce qu'on trouve aussi dans les cellules directement des patients, soit Angelman, soit Prader. Donc, déjà au niveau de méthylation, on ne voit pas de... on respecte l'empreinte telle qu'elle était présente dans les fibroblastes. Mais encore plus intéressant, parce que je vous ai dit finalement, l'empreinte du gène UBE3A, elle n'est que dans le cerveau. Et là, ce qu'il montre, c'est que l'expression différentielle d'UBE3A uniquement à partir de l'allèle maternel, il va la retrouver, mais uniquement quand il différencie à l'état de neurones ces cellules IPS. Donc ça veut dire qu'il reproduit dans ce système in vitro le cours, disons, plus ou moins normal, développemental, de la répression du BE3A à partir du génome paternel, telle qu'elle existe effectivement dans le cerveau de souris ou dans le cerveau humain. Donc, ceci montre que ces cellules souches vont pouvoir servir effectivement d'outils, et notamment pour essayer d'étudier quels sont les mécanismes fins et développementaux de la répression du gène UBE3A suite à cette empreinte génomique dans les neurones. Voilà, donc je crois que pour résumer un petit peu ce cours, je pense que ça vous a montré d'une part ce dialogue, je dirais, entre ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe chez la souris, avec qui est évidemment lié dans ce cas-là au fait que non seulement les gènes sont conservés, ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Je pense que 95% des gènes chez l'homme ont un équivalent chez la souris, mais ce qui était peut-être plus inattendu, c'est la conservation de cette région soumise à l'empreinte et du pattern d'empreinte qui permet de travailler effectivement sur l'ensemble du locus et de pouvoir évidemment analyser plus facilement les mécanismes sur un modèle animal. Par contre, le modèle humain, c'est-à-dire les maladies humaines, gardent leur intérêt par l'extraordinaire diversité des mutations qui peuvent être associées à un phénotype et qui vont éclairer les différents mécanismes. Donc on a vraiment ce balancement entre ce qu'on peut trouver chez l'homme, où on bénéficie donc de cette extraordinaire diversité génotypique liée à des mutations évidemment qu'on n'a pas créées, mais qui sont survenues par les imperfections du système de duplication de l'ADN. Et par contre, chez la souris, en général, on crée les mutations, donc on va créer une mutation modèle, mais on va pouvoir aller plus loin dans l'étude des mécanismes. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Et s'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre si je peux. Sinon, j'ai de la bibliographie.